a l'impression que finalement cette injonction à se servicialiser, si je peux employer cette expression, a peut-être été interprétée comme dans le sens d'une multiplication des services. Est-ce qu'aujourd'hui, cette notion de serviciel, qui n'est pas forcément évidente à percevoir, alors là, c'est la troisième fois qu'on se rencontre et c'est un sujet aujourd'hui dont on parle beaucoup dans le secteur, mais est-ce qu'aujourd'hui, cette notion de serviciel est bien comprise? Est-ce que cette idée, effectivement, de centrer la valeur, de questionner la valeur autour de l'utilité du service est globalement bien intégrée par les différents acteurs? Alors, je dirais que ça progresse. Mais en même temps, je dirais que ma réponse est un peu contenue dans ce que je perçois d'ambigu dans le thème même de B2B2C. Le B2B2C, c'est quelque chose qui parle aux donneurs d'ordre, c'est quelque chose qui parle aux bénéficiaires, et c'est quelque chose qui parle aux prestataires, tout à fait. Il y a une convergence, il y a un consensus sur l'idée qu'il faut aller vers plus de B2B2C. Mais de quel si parle-t-on? Appréhender comment? Qui s'exprime comment? Qui est pris en charge comment dans le dialogue? Si c'est un consommateur, ce si pour si comme consommateur, alors c'est vrai, c'est l'argument de l'article que nous avons co-signé que nous avons réalisé avec Joël, c'est de dire attention. Le salarié à Lafarge, le salarié Renault ne sont pas des consommateurs du Technicentre ou d'un immeuble à Issy-les-Moulineaux. Ce sont des utilisateurs dans le cadre d'un lien de subordination qui eux-mêmes ont, comment dirais-je, une obligation de production, de performance. Donc, nous avons connu dans bien des endroits des entreprises, beaucoup d'entreprises font aussi des enquêtes en termes de satisfaction. Bon, et se satisfont de l'idée que les salariés sont satisfaits. Oui, mais est-ce que le boulot de l'entreprise, c'est d'avoir des salariés satisfaits? Alors, suffisamment pour qu'ils soient fidèles, suffisamment pour qu'ils ne soient pas en conflit, mais le principal enjeu n'est pas de les rendre heureux, le principal enjeu est de les rendre plus performants. Donc il y a des ambiguïtés autour de ce thème de B2B2C qu'on retrouve aussi du côté de certains réflexes commerciaux de prestataires qui assimilent encore, pardon pour eux, mais je vais être un peu brutal, qui assimilent encore l'innovation dans les services à une innovation de services. C'est-à-dire, je vais apporter des services nouveaux. Je sais pas, je vais mettre des abeilles sur les toits, je vais rajouter des baby-foot, je vais installer une conciergerie, voilà. On rajoute des options au véhicule. Bon, c'est bien, il faut le faire. Surtout si on arrive à bien vendre ce nouveau service aux clients. Là, on fait une petite marge et puis on a une image moderniste. Le sujet, c'est que quand l'innovation est bonne, elle va très vite être copiée. Et puis le coup d'après, c'est comme la caméra de recul sur votre voiture. La première fois, on vous la fait payer. La deuxième fois, si elle n'est pas dans le package, c'est pas une bagnole au bon niveau. Donc tout le monde a la caméra de recul d'office. Et on fera plus de marge particulière sur ces... Mais il faut continuer d'en faire. C'est l'écoute client. Alors, deuxième axe sur lequel, effectivement, on en parlera peut-être à la deuxième table ronde, l'innovation est souvent confondue avec l'idée de innovation technologique. C'est-à-dire en quoi la technologie me permet de faire des choses que je ne savais pas faire avant ou de les faire de manière beaucoup plus performante, peut-être pertinente, en tout cas souvent un petit peu moins chère. Alors, c'est une piste qu'il faut poursuivre, évidemment. Mais c'est une piste, d'une part, sur laquelle là aussi il est relativement facile de copier, et d'autre part, en général, l'ensemble des grands opérateurs de FM sont dépendants d'une offre de technologie qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes. Donc en gros, ils s'adressent tous aux mêmes fournisseurs de technologie et ils vont se retrouver, alors pour le coup, dans une mer très rouge, avec beaucoup de concurrence. Et il y a encore une difficulté aujourd'hui à situer une troisième dimension d'innovation sur laquelle nous insistons à travers cette notion de mutation progressive d'une économie industrielle vers une économie servicielle, c'est des innovations proprement servicielles. Alors, est-ce que ça bouge? Oui. Alors, c'est le hasard, et puis on est côte à côte, mais nous travaillons avec... Samsic travaille en profondeur avec 4 clients, donneurs d'ordre importants, sur ce que ça veut dire et des dispositifs d'innovation servicielle. On travaille aussi avec Cofeli, puis on travaille aussi, enfin on réfléchit avec d'autres. L'innovation servicielle, c'est quoi? C'est pas seulement des nouveaux produits, c'est pas seulement des produits
des services mis en œuvre de manière renouvelée grâce à des technologies, c'est une capacité à enrichir l'impact utile du travail. Or, qu'est-ce que c'est que FM? 93% de main-d'œuvre. Autrement dit, si valeur il y a, si on cherche des gains de productivité, bien sûr qu'on peut les faire en réduisant les coûts, à condition de ne pas toucher à la qualité, mais ça, on connaît les limites, on les a déjà à peu près atteintes. L'autre possibilité, bien entendu, c'est de faire des gains de productivité en augmentant en valeur. Alors parfois en réduisant aussi les coûts, mais en augmentant en valeur. C'est là où il y a effectivement un travail de fond à faire, et ça c'est un travail qui est contenu, à mon avis, dans cette idée de B2B2C, d'autant plus que le si, c'est ma dernière remarque, je vais être trop long, d'autant plus que le si ici, c'est un si au sens de co, c'est-à-dire de coproducteur. Le service est toujours nécessairement une coproduction. Le service n'a pas de sens sans la prise en compte de la manière dont le service est rendu. Et quand on dit qu'un service est rendu, c'est bien un échange. Il a été donné, il est rendu. Et un échange avec qui? Avec le bénéficiaire. Et si c'est le B2B2C au sens de coproducteur, alors oui, on y va, il faut y aller. Est-ce que c'est aujourd'hui une généralité? Pas encore, mais en tout cas, on est dans la bonne voie. Alors, Dominique, Xavier le rappelait, l'intention est là, elle est partagée par tous. Est-ce que côté FM, la logique B2B2C est intégrée dans vos stratégies et guide la dynamique sur le marché? Où en est-on de votre côté? Alors, effectivement, je partage complètement, je dirais, l'analyse que vient de présenter Xavier. L'intention est là et on le voit, nous, très bien en tant qu'éphémères. Les donneurs d'ordre aujourd'hui, au travers des consultations qu'ils organisent, ont vraiment, je dirais, le souci de décrire ce qu'ils attendent de nous, éphémères, en termes de contribution à la performance globale de leur entreprise, et notamment au travers de la qualité de vie au travail, du bien-être au travail et de cette, voilà, du modèle B2B2C. Donc ça, effectivement, on le constate bien, c'est décrit. Je dirais que les attentes et l'expression du besoin sont aujourd'hui très clairement exprimées. Donc ça, c'est quand même une grande évolution. Elle a été remarquée par rapport à, je dirais, 3-4 années en arrière. Aucune consultation aujourd'hui, ou pratiquement aucune consultation, n'en fait abstraction. Après, concrètement, la concrétisation de tout ça, effectivement, est beaucoup plus mitigée et l'évolution est beaucoup plus lente. Parce que Xavier l'a bien dit aussi, je crois que les conditions de mise en œuvre ne sont pas requises aujourd'hui. Elles ne sont pas requises par rapport à un cadre contractuel qui est plutôt adapté à d'anciens modèles. Elles ne sont pas requises, finalement aussi, il y a beaucoup d'intentions déclarées, mais il y a peu de réalité de prise en compte comme un enjeu majeur pour l'entreprise donneur d'ordre. On parle beaucoup de performance et de contribution à la performance globale, mais concrètement, ça ne se traduit pas dans, je dirais, dans la vie de tous les jours sur le terrain. Et puis nous, en tant qu'éphémères, eh bien, effectivement, on a conscience qu'il faut faire évoluer nos modèles, qu'on ne peut plus rester sur, je dirais, les solutions proposées telles qu'on les proposait et on les a proposées pendant des années. Et ça, ce n'est pas simple non plus. Alors pourquoi ce n'est pas simple? Et je réponds là directement à votre question. Pourquoi il y a des obstacles aujourd'hui à ce qu'on puisse avancer plus rapidement? Parce que c'est une transformation profonde de nos propres organisations pour répondre à cette adaptation et à ces nouveaux modèles. Et qu'aujourd'hui, c'est quelque part parfois un peu schizophrénique, c'est-à-dire qu'on doit continuer à être performant sur d'anciens modèles. Et une entreprise et les entreprises éphémères sont là pour développer, pour produire du résultat. Donc on travaille avec d'anciens modèles et on continue à les déployer. Et pour autant, parallèlement, il faut en déployer de nouveaux qui ne rendent pas une performance immédiate ou même à moyen terme parfois. Donc cet investissement nécessaire, et il est assez, en tout cas, moi c'est ce que je constate dans ma propre entreprise, il est assez
en dents de scie quelque part, parce qu'ils s'adaptent, je dirais, à des demandes multiples. Et aujourd'hui, et on parle aujourd'hui de FM, mais il faut aussi comprendre qu'un grand nombre de consultations ne se font pas en FM. Sur le marché du FM, le modèle d'externalisation sous forme de la globalisation d'un certain nombre de services pilotés n'est pas le modèle majeur. Donc on a aussi à gérer, je dirais encore, des modèles encore plus anciens, je dirais, d'externalisation, qui sont des modèles de monométier, de multiservices. Donc quand on prend tout ce contexte en compte, eh bien faire évoluer les organisations de son entreprise, faire évoluer les modèles et la façon de délivrer les services, on voit bien que ça prend du temps. Alors ce n'est pas que nous ne sommes pas conscients de la situation, mais c'est que eh ça prend du temps. Ça prend du temps et voilà, on est aujourd'hui sur des expérimentations en termes d'innovation servicielle. Donc là, on ne parle pas d'innovation technologique, on ne parle pas de digitalisation des services. Bien évidemment, c'est des axes, et on le verra ensuite, qu'il faut absolument travailler, parce qu'ils vont venir aider à avancer sur les aspects d'innovation servicielle. Mais l'innovation servicielle, côté éphémère, bien évidemment, c'est gagner en productivité pour créer de la valeur. Et pour gagner en productivité, c'est un changement profond de nos organisations et de la façon dont on va délivrer les services. Donc on voit que derrière tout ça, il y a un enjeu RH d'évolution de compétences, d'évolution de rémunération, d'évolution voilà, qui est excessivement important et qu'on ne peut pas faire évoluer, je dirais, en quelques mois. Ça, c'est la première chose. La difficulté pour moi du FMR, elle est là aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que Xavier l'a bien exprimé, et c'était même la conclusion de son introduction, c'est qu'il faut, pour arriver à transformer modèle et aller vers des choses innovantes au niveau du service, il faut que ce soit co-construit. Il faut bien prendre en compte qu'un éphémère seul ne peut pas faire grand-chose, comme le donneur d'ordre seul ne peut pas faire grand-chose. Et l'innovation servicielle, c'est adapter, pour moi, une organisation, adapter un certain nombre de choses, un fonctionnement, un modèle de délivrance de services, mais c'est l'adapter au client. Et chaque client reste un cas unique. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir cette capacité à comprendre, à avoir suffisamment de données pour réfléchir à ce que l'on peut intégrer en termes de services. Et ça, on ne peut le faire qu'avec le donneur d'ordre. Et quand je parlais des conditions du cadre contractuel, il y a une condition aujourd'hui qui est essentielle et qui est malheureusement rarement présente lorsqu'on est sur une consultation. C'est cet aspect de co-construction et de données suffisantes pour être vraiment dans la co-construction et dans la proposition d'innovation, de solutions innovantes. Parce que les temps de consultation, les cadres contractuels ne permettent pas cette co-construction. C'est un des freins aussi également importants à l'innovation servicielle. Alors, Jean-Paul Vitry, vous travaillez chez Renault. Alors, il paraît que les constructeurs automobiles, demain, ne vendront plus des voitures, mais de la mobilité. Donc, aussi dans l'industrie, on entame cette transition vers la dimension servicielle, finalement, y compris pour des produits industriels. Mais est-ce que pour vos services généraux, est-ce que pour votre environnement de travail, cette notion d'usage, cette notion de contractualiser autour d'une modification d'état du bénéficiaire final, est-ce que ça commence à avoir une oreille, ou en tout cas est-ce que ça commence à faire écho, y compris dans les comités de direction de vos structures? Alors, je pense que l'analogie avec la révolution qu'on est en train de vivre au niveau automobile, elle est pertinente, hein, parce que c'est décoiffant et on est en train de se faire secouer très très fortement par ce qui est en train d'arriver et on est obligé de se transformer très, très violemment. Et le FM, pour moi, c'est une des choses à laquelle, qui nous pousse à bouger, mais qui aussi peut être une des clés dans notre environnement pour justement permettre ce changement de modèle. Je vais être un petit peu plus précis ultérieurement, mais je pense qu'on a là une voie qui peut nous aider, avec nous, malgré nous, mais de toute façon, il faudra évoluer, à changer. Pour revenir à des réalités plus concrètes et plus actuelles, je partage le constat qui a été fait. On n'y est pas encore. Je pense qu'on peut dire qu'au niveau du diagnostic, on a fait un pas clair. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qui est là.
hein. La prise de conscience, elle est là. La réalité des faits, on en est encore très loin. Je veux être très pratique et très concret. Quand je vois la manière dont on fonctionne encore avec certains de nos prestataires, que je ne nommerai pas, je me dis qu'on aurait encore beaucoup de progrès à faire dans l'ancien modèle, quoi. Encore beaucoup de frustration par rapport à l'ancienne ère. Donc on pense à la suivante et on est d'accord qu'il faut évoluer vers le modèle suivant. Dans le modèle actuel, on a déjà énormément de difficultés. Il faut en être conscient. Ça, c'est la deuxième remarque. La troisième remarque, c'est que, pour rebondir sur la notion de co-construction, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans nos grandes organisations, nous sommes éphémères internes. Enfin, nous sommes vus comme des éphémères internes, ce que nous sommes à moitié, puisqu'en fait, on dépend totalement de prestataires de services experts, compétents à l'extérieur. Enfin, totalement. Pas totalement. On essaye d'avoir ce noyau de compétences internes qui nous permet justement d'être dans une relation équilibrée. Mais je dirais que vu du reste de l'entreprise, nous sommes les éphémères. Et donc en fait, on peut faire cause commune dans cette histoire. C'est-à-dire que les problématiques que les éphémères externes à nous, comme donneurs d'ordre, sont nos problématiques, c'est-à-dire que nous avons les mêmes challenges à relever en interne. Nous subissons les mêmes pressions économiques et la même vision réductrice du système en interne. C'est exactement la même chose. Parce qu'en interne, on est face à une direction des achats très puissante, Alliance, Renault-Nissan, qui brasse des milliards, dont le job est de faire de la productivité annuelle, hein, point. Face à une direction générale qui a globalement d'autres chats à fouetter, mais qui, quand elle s'intéresse aux services généraux, elle s'intéresse rarement aux services généraux à proprement parler, à certains services généraux parfois, c'est vrai, s'adresse d'abord à la réduction des coûts, c'est-à-dire qu'on a des injonctions très très fortes, et là c'est pas seulement les services généraux, c'est tous les G&A, hein, voilà, doivent être réduits, point, les G&A, moins X%. Ça, on a ça, et on aura ça à l'avenir encore, ça ne changera pas. Par contre, on peut s'appuyer, c'est aussi pour moi dans l'univers entre guillemets direction générale, il y a quand même des choses qui sont en train de bouger fortement. On a signé cette année chez Renault un accord cadre monde avec les organisations syndicales, accord cadre sur l'évolution du monde du travail. Bon. Avec un syndicat qui représente plus d'une centaine de pays, donc vraiment planétaire, et qui dit quoi, qui mentionne 5 points, que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y en a 2 qui nous concernent très directement. Le 4e point, c'est l'évolution, c'est l'équilibre des temps de vie, l'équilibre des temps de vie, donc toute la question du nomadisme, toute la question des services qu'on donne aux employés. Donc ça, c'est un axe très fort sur lequel on peut s'appuyer. Et le deuxième et le 5e axe qui nous intéresse, le second qui nous intéresse directement, c'est le cadre de travail, bien sûr, les espaces de travail, les dimensions matérielles. Voilà. Et ça, c'est une stratégie d'entreprise. Ça a été signé au plus haut niveau. C'est quelque chose qui doit se déployer dans chacun des pays. Il y aura des accords. Il y a des accords qui sont en train d'être négociés aujourd'hui, qui se déclinent. Donc la direction des ressources humaines, pour moi, est une alliée dans cette histoire. Voilà. Et je cite ça parce que pour moi, c'est l'axe DG, entre guillemets, qui valide le fait qu'on peut faire autre chose que réduire les coûts. Même si en parallèle, on nous demande quand même de réduire les coûts. De toute façon, on a ça, mais on n'a pas que ça. Voilà. Donc on peut faire cause commune sur ces points. Et voilà, on peut et on doit faire cause commune. C'est notre seule manière, entre guillemets, de s'en sortir. Et il y a des manières pratiques de le faire, il y a des exemples concrets, et ça existe. Enfin, on pourra en parler un peu plus tard, mais c'est possible. Jean-Marc, vous êtes confronté, j'imagine, aux mêmes enjeux en interne. Est-ce que ces injonctions, ces enjeux ont une incidence sur ce que vous attendez en termes de performance de service ? Alors, je ferai juste un peu la différence avec ce qui se passe en France sur le FM et ce qui se passe à l'international. En France, et je pense qu'on est tous convaincus maintenant dans la salle et sur cette estrade, l'approche qui a été faite, entre autres par des FME, était financière.
On a dit on va réduire de 20-30%. Je pense que tout le monde s'est mis une balle dans le pied, que ce soit côté de Nordord ou FMR, parce qu'on n'a fait que réduire des coûts, mais qu'est-ce qu'on a proposé en échange? Souvent une fragilité dans le fonctionnement, alors qu'on n'a pas eu une approche sur la valeur. C'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut proposer par l'innovation et d'apporter effectivement une grande augmentation dans ce que j'appelle moi la qualité de vie au travail. Et nous, notre job, c'est de la rétention des talents. Les RH, c'est les attirer. Et nous, notre job, c'est de les retenir. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, surtout chez les plus jeunes, moi je suis un ancien, mais les plus jeunes, il y a quand même une volatilité. Les gens bougent beaucoup d'entreprises, changent beaucoup. Et je pense qu'on a cette force-là, c'est de dire, voilà, chez nous, vous aurez un confort, une activité qui sera effectivement performante. Après, le FM, je pense que, alors, je suis d'accord avec Xavier, on est en train le constat est fait, et je pense qu'il y a une bonne analyse qui est faite, donc tout le monde en a pris conscience, mais il y a encore du chemin, je suis d'accord. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à aujourd'hui, le FM, particulièrement en France, hein, j'insiste bien là-dessus, on était quand même sur d'une offre liée à l'immobilier. On gère un immeuble et on va le maintenir et on va faire en sorte que les services qui y sont liés fonctionnent. En réalité, si vous fonctionnez, vous regardez la périmétrie du FM au sens large ou des fonctions support, c'est complètement, l'immobilier prend une part de plus en plus faible. Pourquoi? Parce que vous avez énormément de services qui permettent aux collaborateurs de fonctionner anywhere, anytime. La preuve, on n'est pas à notre bureau là tous ce matin, on est ici. Et pourtant, on est connecté, on est capable d'appeler, on est capable certainement de prendre son billet d'avion ou de train pour demain matin. Donc il y a énormément de services. Et là, effectivement, il faut être très novateur et on a besoin du digital pour faire en sorte que le collaborateur n'est jamais tout seul quand il est à la maison en train de travailler, dans un hôtel, dans les transports. L'immobilier, on le voit bien, même en termes d'organisation, l'immobilier prend une part de plus en plus faible, puisque de toute manière, en général, on a tendance à prévoir moins de postes que nécessaire, parce qu'on sait que les gens sont en mouvement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à quoi ça sert de prendre des postes s'ils sont vides? Après, il faut bien calculer son effectif et surtout le ratio par rapport au taux de présence et aux horaires de présence. Mais en réalité, c'est bien ce qui est en train de se passer. Par contre, on a tendance, jusqu'à aujourd'hui, on s'est très peu préoccupé des services connexes à l'immobilier et qui deviennent, à mon sens, prioritaires. Aujourd'hui, quand vous mettez en place une organisation, peu importe la société d'ailleurs, vous allez d'abord regarder et réfléchir sur l'organisation qu'on attend, que le groupe attend. Donc vous avez tout intérêt, et là je rejoins et j'insiste bien, c'est le cas du Club FM de Larsegue, on parle bien de co-construction, parce que si vous prenez la chaîne complète, et pour répondre à mon camarade en termes d'achat, vous avez quand même avant une étape qui est importante qui s'appelle l'analyse des besoins, cahier des charges. Après, vous avez une partie achat. Et le dernier qu'il ne faut jamais oublier, c'est la communication. Parce que la communication, vous avez deux vecteurs. Le premier, c'est pourquoi on a fait ça, pourquoi on a créé ce nouveau service, pourquoi on a créé ce nouvel immeuble, etc., etc. Et le deuxième, c'est comment l'utiliser. Si vous n'expliquez pas aux gens comment utiliser du digital, ça ne sert à rien. Donc vous avez ces 4 étapes. L'achat, il n'est jamais que la troisième. Donc plus vous ferez de la co-construction en amont, et là on rejoint le B2B2C, c'est-à-dire qu'on va travailler, parce que pour moi le client c'est celui qui paye. Le end-user est un utilisateur, mais ce n'est pas lui qui paye la note. Par contre, le courage managérial, c'est de lui expliquer pourquoi on a pris telle décision, et pas de celle-là. Parce que c'est un coût, il faut expliquer les choses. Mais en réalité, si on fait de la co-construction aussi bien en interne, c'est-à-dire le donneur d'ordre avec les utilisateurs et les partenaires, la fonction achat va quand même se limiter à de la négo pure et simple, de coûts, éventuellement, mais on ne va pas, entre guillemets, descendre le cahier des charges. Parce que c'est souvent ce qui se passe. Si vous n'avez pas fait les 2 premières étapes, pour l'acheteur, c'est du pain béni. Parce qu'il ne va que discuter, finalement, il va arriver à faire descendre son coût, sans pour cela avoir fait une vraie négociation achat. Il va plutôt descendre le cahier des charges, qui a été mal fait ou mal ficelé.
Donc c'est pour ça que je fais bien une différence entre on voit moins ce sujet-là, par exemple, poindre à l'international. L'international, quand le FM s'est développé et se développe encore, il y a eu cette approche amélioration de services. On va professionnaliser les services. Donc c'est une vraie offre. Et on est bien en centre de profit, non pas en centre de coût. Alors qu'en France, je pense qu'on l'a tous constaté, et moi le premier, et d'autres, on a fait cette approche financière au départ. Et maintenant, c'est très dur de revenir en arrière. Tout le monde a fait le constat, mais effectivement, c'est long. Et la co-construction, ça prend du temps. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a le temps de prendre ce temps, sachant que les entreprises sont de plus en plus court-termistes? Ça, c'est la grosse difficulté. Après, vous avez le chapeau de tout ça, et c'est pour ça que je parle toujours d'immobilier. Alors, c'est un exemple, vous en parlerez tout à l'heure, qui était plutôt pas mal dans la presse. L'immobilier, ce sont des cycles longs. Particulièrement aux États-Unis, vous pouvez avoir des baux de 15 ans. Si je fais référence à une entreprise qui a des baux de 15 ans et qui fait de la location en coworking sur 15 mois, il y a quand même une sacrée disparition. C'est très disparate tout ça, pardon. Et du coup, en France, c'est la même chose. Vous avez des baux qui sont longs et votre entreprise, 6 mois après, vous ne la reconnaissez pas. Parce que de plus en plus, on fonctionne en mode projet. Donc, vous devez être à même de sans arrêt bouger et d'offrir des services et d'accompagner. Donc, il faut arriver à concilier les deux, ce qui est un peu difficile. D'où les méthodologies, les nouveaux layouts qui sont mis en place. Alors, B2B2C, enfin une réalité, pas encore, visiblement. On parle de freins culturels, de freins contractuels. Quelles sont les étapes demain pour tendre vers ça? Quelles sont les actions concrètes que l'on peut mener? Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que ça passe par les conventions collectives? C'est une question du coup pour vous quatre. Les sujets sont nombreux. Les sujets sont nombreux. Effectivement, il y a ceci. Je disais que l'enjeu RH, pour moi, en tout cas pour le FMR, est très important, puisqu'on voit bien qu'on arrivera à opérer de véritables changements de modèle et d'innovation servicielle qu'avec une transformation des organisations de l'entreprise et des compétences également pour répondre à ces nouveaux modèles. Alors, les différentes étapes, je crois aujourd'hui, après cette prise de conscience, que nous sommes dans une étape qui est plus une étape d'expérimentation, d'opportunité parfois, d'expérimentation organisée dans un cadre plus structuré pour appréhender de nouveaux modèles d'organisation, de délivrance de services, d'intégration de services. Bien sûr, qui vont prendre en compte, je dirais, la digitalisation, les innovations technologiques également. Donc, on est dans ces expérimentations et on espère que ces expérimentations nous permettront, pas de dupliquer, mais en tout cas de tirer des enseignements en partie duplicables. Excusez-moi, je vous interromps, parce que Xavier a vendu la mèche. Il nous a dit qu'il y en avait 4 chez vous. Oui. Alors, quand même, vous en parlez vous-même, peut-être pas les 4, mais de dire au moins concrètement dans quel sens ces expérimentations vont. Dans quel sens elles vont? Alors déjà, je pense qu'on est parti d'un prérequis au départ, c'est qu'effectivement, on ne voulait pas donner un sens particulier à l'expérimentation et on a choisi des clients chez lesquels nous délivrions un certain nombre de services. Parce que je pense que lorsqu'on parle d'innovation servicielle, et c'est là que le marché français reste quand même en soi une difficulté, c'est qu'on peut imaginer de créer de la valeur et de vraiment mener des innovations créatrices de valeur lorsqu'on a un terrain de jeu suffisant. C'est-à-dire lorsqu'on va délivrer un certain nombre de services pour un même client sur un même site, ce qui va nous permettre de réfléchir à des possibilités d'interactivité, de synergie entre les équipes, de décloisonnement. Également des lignes de prestations qui restent encore aujourd'hui très cloisonnées. C'est tout ça qu'on expérimente pour se dire, en travaillant sur tous ces aspects-là, on doit être capable d'amener de la valeur à nos clients.
Donc, on a déjà choisi des sites sur lesquels, et des clients avec lesquels on travaillait véritablement en mode FM. Qui ne sont aujourd'hui pas la majorité de nos clients, hein, très clairement. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, eh bien, c'est un travail ça, c'était le deuxième élément fondamental, c'est que c'est un travail qui s'opère en coproduction, mais en coproduction pas entre des directions de service ou des directions générales, mais en coproduction avec les intervenants, avec les utilisateurs, avec les prescripteurs, mais terrain, parce qu'on est aussi convaincu que les solutions, elles vont être amenées et trouvées et développées par les personnes qui font et qui sont au plus proche des problématiques terrain. Donc voilà ce que je peux dire. Après, comment ces expérimentations évoluent, elles ne sont pas simples. On n'a pas aujourd'hui des résultats encore probants, mais on est assez déterminé pour continuer et on a des signes qui nous font dire qu'il faut continuer parce qu'on voit poindre des solutions qui sont des solutions coproduites par les travailleurs eux-mêmes, au sens large, hein, et c'est encourageant. Donc on va continuer. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous donner, si c'était le sens de votre question, des résultats probants. Voilà. Parce qu'effectivement, on est dans, et c'est ça une des difficultés, c'est qu'on n'est pas dans des choses qui se décrètent et qui se font en 5 minutes, quoi, parce qu'il y a des changements culturels, il y a des changements de posture, il y a aussi des contraintes. Quand on a des solutions qui peuvent paraître innovantes et intéressantes, eh ben, on est parfois limité, et c'est le cas dans ces expérimentations, par des contraintes légales de conventions collectives. Hein. Donc, je crois qu'aujourd'hui, quand on parle d'intégration de services et de décloisonnement des services, ce qui pour moi est une source de productivité importante, eh bien on est parfois limité par des contraintes légales. Voilà. Donc les étapes, effectivement, elles sont enfin les sujets à travailler sont nombreux. Ils sont RH, ils sont technologiques, ils sont d'ordre organisationnel, ils sont d'ordre contractuel. Xavier en a largement parlé, je pense. Donc voilà toutes les étapes qu'on a à mener et qu'on mène dans un espace-temps qui est ce qu'il est et dans une disponibilité qui est ce qu'elle est, parce que comme on le disait, une entreprise continue à vivre et il faut continuer à la faire vivre sur l'ancien modèle. Jean-Paul Vitry, selon vous, quel type de basculement il faudrait opérer, de mutation, j'ai envie de dire, culturelle ou même presque intellectuelle, il faudrait opérer du côté des donneurs d'ordre pour effectivement accepter de ne plus regarder que les coûts, mais effectivement la valeur qui est sans doute, on l'a dit, une valeur RH aussi, en tout cas dans cette servicialisation de la prestation. Alors, je pense que pour rebondir sur ce qui a été dit et pour répondre à la question, il y a plusieurs aspects. On a aujourd'hui, enfin, partir de l'expérimentation, ça me paraît aujourd'hui, vu la complexité du sujet, je pense qu'on peut difficilement faire autrement. On a des actions de fond, de réflexion à mener, ça c'est sûr, pour faire grandir collectivement la connaissance et notre appréhension de ces sujets, ça c'est sûr. Mais en pratique, quand on descend sur le terrain, pour moi, je valide totalement l'aspect expérimentation. Il faut un moment la preuve par l'exemple. Mais la question qui vient derrière, c'est quelles sont les conditions de mise en place de cette expérimentation. Parce qu'en fait, qu'il y ait une volonté d'expérimenter côté FMR, ok, mais comment est-ce qu'on arrive à mettre en place cette expérimentation? Si demain, on vient nous voir en disant ok, on a envie de lancer des expérimentations, qu'est-ce qui va faire qu'on va dire oui? C'est un vrai sujet, ça. Et je rebondis sur la co-construction et sur le fait que nous-mêmes, nous serons questionnés sur ça en interne. C'est-à-dire, on va avoir les mêmes questions en interne. Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir mettre en place cette expérimentation et dire, en fait, on tient quelque chose, laissez-nous du temps, finalement, parce que expérimenter, enfin, laissez-nous une chance de démontrer que ça va fonctionner. Et ça va à l'encontre d'un certain nombre d'automatismes, de pratiques, parce que chacun est conditionné par sa manière de délivrer des résultats, ou pas, mais enfin, en tout cas d'essayer de délivrer des résultats. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire bouger ça? C'est la vraie question, et ça doit faire l'objet
même d'une co-construction. C'est-à-dire comment est-ce que j'arrive à faire de la vente interne? Comment est-ce que j'arrive à vendre l'histoire qui va raconter que demain sera un monde meilleur? Donc, voilà. Et ça, il faut se mettre autour d'une table et il faut arriver à, partant de la réalité de l'entreprise, parce qu'elles sont toutes différentes, elles ont toutes des cultures de décisions différentes, des manières de mettre en œuvre. Donc chaque entreprise est unique. Et ça, c'est vraiment le rôle du FMeur interne de l'appréhender, de le comprendre. Mais derrière, OK, j'ai cette part une pièce du puzzle. Apportez-moi l'autre pièce qui est réellement le pas de plus qu'on pourra faire ensemble pour justement améliorer le service, voilà, faire cette expérimentation. Et essayons de les combiner ensemble pour que derrière, à chaque étape, et là encore ça dépend des entreprises, sur certaines entreprises ça montera directement à la direction générale et ce sera une décision et ensuite ce sera top-down, dans d'autres ce sera beaucoup plus diffus, mais j'aurai besoin à chaque étape d'avoir ça dans ma mallette pour dire, ah, tu as une question, je vais te raconter l'histoire là. Je vais te raconter l'histoire qui est en train de se passer, voilà ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce que tu as, d'accord, pas d'accord? Bon, tu n'as rien à dire, on avance. Voilà. Et en pratique, c'est comme ça que ça doit fonctionner et comme ça que ça a fonctionné sur un certain nombre de cas concrets chez Renault. On a des cas où effectivement on arrive à faire avancer des sujets, mais il y a, voilà, on élabore en fait une espèce de stratégie. Voilà, il faut co-construire une stratégie pour arriver à déployer ce type d'expérimentation. Effectivement, les freins, certains freins que nous avons rencontrés à la mise en place des expérimentations, alors que nous étions avec évidemment des interlocuteurs clients qui étaient très impliqués et partie prenante, c'est l'adhésion de l'ensemble des personnes à mobiliser au sein de leur entreprise. Et la mise en place de ces expérimentations, au départ, a été assez, effectivement, parfois ralentie par la mobilisation interne des différents acteurs impliqués dans les expérimentations et finalement la compréhension que pouvait avoir soit une direction générale, soit une direction des achats, enfin divers parties prenantes de l'entreprise par rapport au bien fondé de ces expérimentations. Ça passe par des choses très, très, très brutales et très concrètes. Vous avez un directeur général, disons, niveau Jean-Marc ou Jean-Paul, qui dit « je veux l'expérimentation », mais le mec, il connaît pas l'adresse des gens sur les sites et il a du mal à les convoquer. Hein. Et puis quand il leur dit « ça serait bien que vous participiez à quelque chose », ça prend environ 3 mois avant qu'il arrive à savoir qui et de les convaincre et d'éventuellement les rassurer. Donc, oui, je dis, de ce côté-là, de ce point de vue-là, pour le coup, les FME ont plus de capacité à mobiliser souvent que les donneurs d'ordre, hein, les clients. Alors, il y a quand même... bon, il paraît que les journalistes sont des grands naïfs, donc je vais poser une question de naïf. Mais quand même, systématiquement, lorsqu'on parle de ces questions-là, il y a quand même un obstacle majeur qui revient sur vos lèvres, c'est la question du coût, la baisse des coûts. Est-ce qu'à un moment, si on veut pouvoir avancer concrètement, je dis bien concrètement, y compris à travers ces expérimentations, il ne faut pas dépasser cette obsession systématique, pour le coup, sur un périmètre peut-être restreint, sans qu'il y ait de grandes ambitions, mais je vous laisse répondre. Alors, je pense qu'il y a effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure, mais je pense qu'il faut qu'on change un peu nos indicateurs de mesure. Jusqu'à présent, on avait des indicateurs techniques. Souvent, on mesurait, voilà, est-ce que la clim fonctionne, tant le nombre d'appels, etc. Bon, c'est tout à fait relatif. C'est quoi les économies? Alors, on a un indicateur financier. Ça a été évoqué aussi tout à l'heure chez Renault. À aujourd'hui, personne ne mesure le taux d'absentéisme qu'on pourrait faire diminuer. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas les seuls, mais comme je le dis, on est quand même on prend une grande part, dans la rétention des talents, et je pense qu'il y a un certain nombre de critères sur lesquels on devrait se pencher, qui sont plus à connotation RH, on est bien d'accord, mais c'est comme ça que là on apporte de la valeur et on est capable de mesurer pourquoi les gens sont chez nous, et non pas pourquoi la clim est tombée en panne, quoi. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet de ce côté-là. Après, je suis intimement convaincu, et c'est un peu le sujet qu'on a au niveau du club FM, hein,
dont les participants, vous avez des DET, donc des donneurs d'ordre, vous avez des consultants et des FEMER. Donc c'est intéressant de brasser les points de vue. Mais en réalité, je pense qu'on doit arriver à terme à discuter, et ça a été évoqué, en centre de profit. Parce que vous pourrez faire tout ce que vous voulez côté interne. D'ailleurs, on le dit souvent, finalement, les gens qui gèrent l'environnement de travail, c'est l'entreprise dans l'entreprise. C'est pas faux, hein, pour plein de raisons. Au demeurant, vous pouvez diminuer, vous serez toujours un centre de coût. Et on vous reprochera toujours quelque chose. Vous coûtez trop cher. Si on met des critères de fonctionnement et tout ce que l'on peut apporter en termes de fonction support à l'entreprise, le regard va changer. Après, où je mets juste un bémol, c'est quand vous gérez de nombreuses entités juridiques et vous allez avoir effectivement, du coup, comme client interne, le patron de cette entité, selon son profil financier, CEO, RH, vous allez avoir des attentes différentes. Il y en a certains qui vont dire « vous me les squeezez dans un coin et je gagne des mètres carrés », et puis l'autre va être plutôt laxiste. Nous, notre rôle là-dedans, c'est qu'on est là pour établir un équilibre au sein du groupe. Et il y a des règles aussi sociales et les lois qui font qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais ça, il faut aussi l'expliquer. Donc, il y a quand même des limites à la différenciation dans la gestion, effectivement, des différentes unités. Mais tant qu'on ne mettra pas en place ce genre de critères et qu'on n'arrivera pas en centre de profit, je pense qu'on restera toujours en centre de coût. Qui dit centre de coût, on parlera toujours de finance. Alors, par rapport à cet aspect de coût, de réflexion, la première, c'est que je pense qu'il faut distinguer la question des coûts unitaires de la question des budgets. On peut tout à fait, la question de la pression sur les coûts unitaires, c'est-à-dire la productivité, je crains qu'elle ne soit toujours là. La question des budgets, c'est une question autre. Il a été décidé il y a 3 ans chez Renault, dans le cadre d'un autre accord, CAP 2020, qui était donc sur la dimension sociale et qualité de vie au travail des choses, de dépenser 150 millions pour améliorer la qualité de vie au travail dans nos usines. 150 millions. Donc le budget, on a placé 150 millions sur la table. Voilà, l'entreprise a décidé qu'il était stratégique de dépenser 150 millions. Donc on n'est pas dans de la réduction de coûts. On a mis 150 millions sur la table. Il n'empêche que dans la dépense de ces 150 millions, on va s'assurer que les entreprises qui prendront ces affaires feront les choses avec un niveau de productivité au niveau unitaire, coût unitaire, qui soit performant. Voilà. Donc il faut quand même distinguer les deux. Et je pense qu'on peut travailler sur la performance intrinsèque des choses tout en essayant de travailler sur le fait qu'il y a de la valeur. Il faut placer des budgets sur nos sujets. C'est deux notions qui, à mon avis, sont différentes. Ça, c'est la première remarque. Donc, il y a de la valeur. On peut mettre en face de ces budgets de la valeur. Bon, voilà. La deuxième remarque, c'est que je pense que si on s'attaque, tout dépend du scope, du périmètre sur lequel on regarde ces aspects de coût. Si on est dans une relation avec un prestataire et que la question du coût, c'est la question du coût de ce prestataire, c'est-à-dire, je lui dis, je vais te retirer des ressources et c'est comme ça qu'on va fonctionner, je pense qu'effectivement, il y a un moment où ça coince. Et pour moi, les exemples où ça a fonctionné, ce sont les exemples où on a regardé les choses de manière plus large, c'est-à-dire essayer d'élargir dans le périmètre et de voir si ensemble, on ne peut pas réduire d'autres coûts. Hein, et parfois, d'ailleurs, en apportant du business aux prestataires. Hein, donc, élargir la chose, et c'est là où il faut faire de la stratégie, se dire, et si on regardait les choses de manière plus globale, essayons de trouver de la valeur des coûts autres qui ne soient pas directement vos coûts et qui permettent... Et là, on entre dans une relation réellement gagnant-gagnant. Alors, peut-être avant, ou Xavier, tu voulais réagir. À la question, les pistes. Alors, ça ne vous étonnera pas, mais il y a un mot d'ordre et c'est un gimmick et c'est une obsession chez nous, chez moi. C'est l'enjeu est tel qu'on ne s'en sortira pas sans un effort de recherche, sans un effort d'investissement sur des concepts. Et dit différemment, ça a été déjà évoqué autour de cette table ronde. La valeur
comme ça, ok, mais comment on la mesure? Et si on veut soutenir un mouvement de promotion d'activités utiles, comme c'est évidemment le cas du FM, eh bien, il faut trouver les moyens de donner aux clients des raisons de payer plus, enfin, je veux dire, de dépenser plus, d'investir plus. C'est ça. Et pour ça, il peut y avoir effectivement une alliance objective entre FMeur et prescripteurs. Oui, mais pour autant, comment on raconte l'histoire, disait Jean-Paul tout à l'heure. Et une partie de l'histoire, c'est la mesure. Alors ça, on y travaille. Et on y travaille, et je vais vous le dire avec modestie et ambition, on y travaille depuis 3 ans et on patauge. Hein, on patauge, et c'est dur. Voilà. Que ce soit chez les spécialistes du chiffrage, il y a un enjeu qui est la question de la mesure. Il y a un deuxième enjeu qu'on a déjà évoqué, c'est les contrats. C'est-à-dire que tant qu'on continuera de penser essentiellement l'échange sur des coûts référés à des prestations définies techniquement et de manière souvent insuffisante, pour ne pas dire franchement débile, on ne connaît de sortie et de progrès que par la réduction du coût, et du coût unitaire, ce que disait exactement Jean-Paul. Et troisièmement, on contractualisera d'autant mieux et on mesurera d'autant plus, avec d'autant plus d'enthousiasme, qu'on a compris, qu'on a vu qu'il était possible de faire des innovations servicielles. Donc effectivement, je viens de vous rappeler là, en gros, les 3 pôles centraux du programme CRDIA qu'on s'est donné. Alors oui, il faut travailler sur la recherche. Aujourd'hui, on a encore une compréhension selon laquelle les gains de productivité, ça passe nécessairement par une réduction des coûts. On a encore, pardon pour ceux qui sont ingénieurs dans la salle, mais des ingénieurs qui pensent que les services ne produisent pas de valeur, ne font que pomper, utiliser, affecter de la valeur produite par les vrais producteurs de valeur, c'est-à-dire Thales, Renault, enfin les gens qui font du tangible, quoi. Ils sont plus que 13% en France, mais ils se pensent encore, à la tête du monde. Bon, c'est fabuleux de ce point de vue-là. Je veux dire. De la recherche, et notamment sur la mesure, et notamment sur les contrats, et notamment sur l'innovation servicielle. Bon, et puis ensuite, je crois que les pistes, effectivement, il y en a une qui est contenue par le thème même de cette matinée, c'est le FM. Je ne crois pas que la propreté seule, je ne crois pas que la restauration seule, je ne crois pas que l'ergonomie seule, je ne crois pas que la clim seule, je ne crois pas que les espaces verts seuls. Je crois à un truc qui fait la valeur du FM. C'est justement la constitution d'écosystèmes serviciels qui prennent en charge des ensembles, ce qu'on appelle nous des aménités. Il ne s'agit pas simplement d'améliorer la température, il s'agit de prendre en charge la totalité. Parce que si le siège n'est pas confortable, on se plaindra du bruit de la porte ou de la clim. Mais si on a été bien accueilli, etc. Donc c'est une affaire d'intégration. Donc oui, l'avenir et la productivité, elle n'est pas, là encore, pas unitaire métier par métier, elle est dans une capacité des métiers à coopérer pour la production d'un environnement global, systémique. Et ça, c'est le métier du FM à inventer. Et là, je crois qu'il y a effectivement une piste. Et je crois qu'ici, tout le monde est d'accord, aussi PMU, on y sera forcément aussi fan de cette hypothèse. C'est par l'intégration des 30 métiers, des 150 spécialités progressives que le FM veut devenir un métier et pas simplement du contract management ou du pilotage en cockpit. Hein, l'intégration. Alors ensuite, sur la méthode, expérimentation, ça a été dit, j'y reviens pas. Et puis, il me semble que aujourd'hui, le constat, comme les enjeux sont tels, que j'aurais une dernière recommandation ou une dernière piste. Il faut rassembler quelques moyens que n'ont pas des patrons de services généraux, même dans des grandes entreprises, que des moyens que n'ont pas les entreprises de FM, même prises individuellement, quand même elles sont ambitieuses. Il faut chasser en meute. Hein. Il faut chasser en meute, aussi bien du côté des FMeur que du côté des donneurs d'ordre. Merci Xavier. Alors il nous reste une dizaine de minutes, un peu moins même, on a débordé. Et encore, on est loin d'avoir balayé l'ensemble des thèmes qu'on comptait aborder, mais enfin c'est une histoire sur la longue durée. Alors voilà, on a une dizaine de minutes pour prendre des questions dans la salle. Il y a des micros qui vous seront apportés. Si vous voulez vous signaler, voilà.
Oui, bonjour, Fabien Escriviela, directeur SNEF Maintenance France. Une question peut-être pour Monsieur Baron. Est-ce que vous êtes au courant des travaux qui ont été menés avec Goodwill Management autour justement de la valeur immatérielle, de la performance des usages, qui est un travail qui a été mené avec tout un groupe de travail qu'on avait appelé d'ailleurs Vibéo à l'époque, on était une dizaine autour de la table. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Est-ce que vous parliez de recherche? Est-ce que c'était justement ce sens-là que vous souhaitiez? Première question. Puis une deuxième, peut-être pour Renaud, sur aujourd'hui vous êtes en train de rénover l'ensemble de votre technocentre en mettant des bâtiments plutôt well building. Justement, comment vous pensez impliquer demain le FMR dans cette approche well building in use? Et est-ce que justement, ce n'est pas l'occasion de faire évoluer un peu vos contrats de FM demain? Alors peut-être rapidement sur la question. Oui, nous avons rencontré Goodwill, Alan Fustek. Oui, nous avons parmi nos membres signataires au CRDIA un membre au moins de Vibéo à l'époque, Luc Monteil. Oui, c'est intéressant. Oui, on a envie de suivre ça d'assez près. Alors maintenant, est-ce que pour autant ça correspond bien à l'enjeu, hein, ça correspond bien au besoin de raconter l'histoire en mettant des chiffres sur quelque chose qui relève d'une valeur et qui n'est pas directement du coût. Tout à fait. Alors, ce qu'on en pense, c'est qu'il faut le suivre. Ce qu'on en pense, c'est que si vous y travaillez, continuez, échangeons. Vibéo a des moyens que nous n'avons pas. Et puis, alors Vibéo part plutôt du champ de la finance. Et Vibéo et Goodwill développent notamment une approche à travers le support de l'immeuble, du bâti. Alors, conçu comme très ouvert, conçu comme élargi, conçu comme dialoguant avec son environnement, mais de l'immeuble. Je dirais, c'est intéressant, il faut le faire. Donc, j'ai aucune prévention, j'ai que de l'intérêt. J'ai juste envie d'un élément complémentaire dans le cahier des charges qui est l'immeuble de plus en plus, c'est un support de service, c'est de moins en moins un bâti. Alors, il y a encore une dimension patrimoniale évidente, mais plus nous allons dans le nomadisme, plus nous allons vers le cowork, plus nous allons vers des entreprises ouvertes, plus conceptuellement, je ne suis pas sûr que l'ancrage de la recherche de la valeur immatérielle autour de l'immobilier soit le plus pertinent. On devra aller aussi vers la recherche de la compréhension de la valeur par le service. Alors, en ce qui concerne le technocentre, technocentre, pour ceux qui ne connaîtraient pas, 400 000 m², 12 000 personnes, parfois plus en comptant des entreprises extérieures. Donc, un énorme chantier qui va s'étaler jusqu'à 2022, si tout va bien, par vagues successives, enfin bref. À mon sens, on est dans un, même si on a une dimension, enfin c'est multidimensionnel et il y a énormément d'aspects qui sont intégrés à ce projet. On est d'abord sur un projet immobilier. On est évidemment dans une réflexion sur l'espace de travail. Ça c'est clair, c'est au cœur de la réflexion. Et réflexion sur l'espace de travail. Le technocentre, c'est notre ingénierie, hein, donc révolution de nos process de développement, transformation très importante, agilisation, et donc comment les espaces de travail peuvent s'adapter à ça. De l'apport de services serviciels, je crois qu'on en revient au début de la discussion, on n'y est pas encore, et une approche du FM, alors qui historiquement chez nous, en tout cas en France, n'est pas intégré, hein, qui est très cherry picking, donc prestation par prestation, hein, on globalise, on massifie sur le territoire français prestation par prestation. Ça, c'est, voilà, il y a quelques années qu'on développe ça avec certains succès, et je suis tout à fait prêt à entendre des limites, hein, au système, mais c'est comme ça qu'on pratique, et j'ai pas entendu d'évolution. Je vois pas d'innovation et d'évolution, pas pour répondre très précisément à la question, je vois pas d'évolution par rapport à ça. En tout cas, à ce stade, le focus n'est pas mis sur ça. Voilà. Alors peut-être vraiment une toute dernière question très, très rapide, une réponse si possible, même si je ne connais pas encore la nature de la question, tout aussi rapide.
Je vais essayer d'être rapide. En tout cas, on a parlé d'intégration de services. Laurent Cavelius, Smart Energy IA. On a parlé d'intégration de services. On a parlé d'intégration de systèmes. On a parlé d'approche systémique. On va parler de complexité et de changement profond dans les métiers. Finalement, comment dans le coworking, on intègre aussi le département IT pour gérer, parce que finalement, il y a un exemple, finalement, c'est que le système intégrateur qu'on voit dans le bâtiment, le dernier de la classe, qui arrive après la construction, qui a bien du mal à transmettre le relais à l'exploitation, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un exemple? C'est la construction des systèmes d'information et finalement de faire de nos bâtiments des bâtiments-services et donc finalement des systèmes d'information bâtimentaires. Alors, du coup, c'est moi qui vais maîtriser la réponse, parce que vous déflorez un peu deux sujets qu'on va aborder, notamment sur le digital, et je pense qu'on va peut-être retenir votre question qui à mon avis, a peut-être plus de... Ah, Nicolas me fait des grands signes. Et puis, vous avez évoqué le coworking. Est-ce que votre question posait spécifiquement sur les espaces de coworking? Bon, je pense qu'on va plutôt évoquer ça lors de la deuxième table ronde qui portera plus sur le digital et donc derrière le digital vers les systèmes, sur les systèmes d'information évidemment. Nicolas, tu voulais dire un mot mais... Pardon Bastien, je comprends le temps. Donc Nicolas Cugier, directeur national général de Thales et cofondateur du CRDIA. Deux remarques par rapport à ce qui a été dit. Pardonnez-moi, je ne réponds pas à votre question qui fera l'objet des tables rondes. On voit bien à la limite l'intensité productive, ça on comprend bien. Il est nécessaire et il semble nécessaire de passer dans ce que l'on appelle une intensité relationnelle. Je trouve intéressant, vous avez dit deux choses que j'aurais dit plein de choses. Ce que disait Jean-Paul est extrêmement important. Le donneur d'ordre doit être en capacité de poser un budget sur la table et de le proposer au prestataire. Il faut arrêter de cacher la copie. Et effectivement, le prestataire, lui, doit se dire pour cet argent, comment je vais en faire le maximum. C'est comme ça la question de la productivité. Et là, je suis donneur d'ordre, j'observe de la part de mes collègues une forme d'immaturité. Et pourtant, ça me semble une piste extrêmement simple et facile à mettre en œuvre. D'autant plus que tous les donneurs d'ordre connaissent les budgets. Bien entendu, je ne connais pas d'entreprise qui ne fonctionne pas sans budget. Deuxième sujet, tu parlais de la rétention des salariés, des donneurs d'ordre. Et si on décalait le sujet en disant, et si nous étions responsables, nous donneurs d'ordre, de la rétention des salariés chez les prestataires, et non pas aux titres d'artifice type annexe 7, hein, ça a changé, mais peu importe, on comprend ce que ça veut dire. Et donc, notre responsabilité, la productivité, la performance, serait mesurée via un indicateur qui est, bien oui, nous, donneurs d'ordre, notre responsabilité, c'est de maintenir et de rendre fidèles les œuvrants, si je peux utiliser ce vocabulaire, chez les prestataires, parce qu'on sait que c'est ça qui va être garant de la performance, de la productivité et de la construction d'une relation de service. Alors écoute, je vais prendre ton intervention comme un commentaire et non pas une question. Et voilà, et je vais vous proposer de finir un peu brutalement notre discussion, mais effectivement l'heure tourne et on a un programme assez dense. Merci encore à nos trois invités qui vont quitter la table. Merci beaucoup. Et je vous propose de passer à la suite du programme.